Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne dans laquelle on va continuer à parler de la campagne Ravage. Alors déjà un premier point sur l'avancement de la campagne. Nous avions pris quelques séances pour jouer le préquel avec 3 personnages qui sont sortis indemnes, on va dire. On a continué ensuite avec en gros, le premier arc narratif qui était centré autour de la ville de Palencar, acte narratif qui servait un peu à poser le décor de la campagne pour les joueurs, à leur faire comprendre les enjeux, leur faire comprendre également qu'il y avait un sablier qui s'était déclenché et que désormais chacune de leurs actions et de leurs décisions devait s'intégrer dans cette chronologie qu'il fallait un peu voilà, il y a une espèce de course contre la montre au cours de cette campagne puisqu'ils sont censés empêcher le grand vilain de la campagne de parvenir à ses fins. On a entamé la semaine dernière le 2e arc, après un voyage qui a été résolu sous forme de vignettes. Alors je pense qu'il y aura des voyages qui seront certainement joués par les joueurs. Là, j'avais besoin de faire avancer un peu la chronologie générale de la campagne, et ça me semblait plus intéressant de faire une petite vignette pour expliquer un petit peu, narrer en fait le déplacement des personnages qui donc ont quitté Argos pour se rendre sur la zone frontalière, avec le Zingara. Zingara, donc, dont le roi Fordruga, ou Ferdugo, ça dépend si on prend la version anglaise des éditions de Conan ou la francisation, où le général Fordruga a été donc destitué par Milo et se trouve d'ailleurs emprisonné. Alors, bon, ça c'est en termes d'avancement. Que peut-on dire d'autre? Oui, sur les 3 personnages, les 3 premiers personnages des joueurs, 2 ont décédé au cours de ces, je crois qu'on a fait 8 séances jusqu'à maintenant. Donc un taux de mortalité correct, on va dire, même si c'est pas un objectif en soi. Comme vous le savez peut-être, moi j'ai un peu du mal avec les campagnes un peu nouvelle tendance où en fait le concept c'est que vos personnages vont démarrer la campagne avec des systèmes de jeu qui font qu'il y a quasiment aucune chance que leur personnage décède. Et en fait le but c'est de... Je comprends le concept, mais moi il m'intéresse pas trop. Je trouve qu'il élimine un point essentiel pour moi dans le jeu de rôle, c'est étant donné que c'est un jeu où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, et que le but c'est de raconter une histoire, et qu'on sait tous que la fin ultime de toutes les histoires de personnages, c'est quand même la mort, quel que soit le parcours jusqu'à celle-ci. Hélas, j'allais dire, jusqu'à preuve du contraire, pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, ça se termine par la mort. Donc je trouve que ça enlève aussi beaucoup de drama, enfin, voilà, ça met trop dans en termes d'immersion, en termes même de cohérence, ça met trop dans l'univers ludique. Moi j'aime bien le ludisme, je suis pas contre des systèmes ludiques, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de choses préservées qui font que voilà, il y a des enjeux, des choses comme ça. Alors, du coup, quelques petites réflexions qui me viennent à ce moment de la campagne. Alors, un peu dans le désordre, la première chose les premières réflexions que tout cela me entraîne chez moi, c'est par rapport au fait que, par rapport à nos séances de jeu. Nous, on a choisi de jouer avec cette table tous les mardis. Donc c'est confortable, on a tous bloqué notre soirée du mardi soir et on sait que le mardi soir, boum, on se réunit pour jouer la campagne. Alors, d'un point de vue plus mécanique maintenant, moi j'avais essayé j'ai écrit une campagne assez ouverte en fait, ouverte mais d'une façon où le choix des personnages
a une réelle incidence sur les événements de la campagne, notamment avec ce sablier, et donc le fait qu'il y a une chronologie qui tourne. Et puis bah, si les joueurs perdent du temps ou quoi que ce soit, à un moment ils sont un petit peu rattrapés par les événements. Donc la campagne était écrite dans ce sens, et elle était également écrite avec un certain nombre de déductions que les personnages doivent être amenés à faire en se posant les bonnes questions par rapport à des éléments, des indices récupérés ça et là dans divers épisodes. Bah, il se trouve que j'ai le sentiment qu'en jouant toutes les semaines, autant c'est très confortable et agréable par rapport au plaisir de jeu, autant sur cet aspect de réflexion sur la campagne, je pense que c'est peut-être un petit peu court. Euh, C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait certains indices, certaines déductions qui sont pas nécessairement... enfin, c'est difficile de les faire à chaud quand on est dans la scène, dans l'épisode, de penser, voilà, parce qu'on est pris par les événements, etc. de l'épisode, on a moins de recul. Et du coup, je pense qu'il y a certaines déductions que les joueurs n'ont pas faites, qu'ils auraient pu faire si peut-être nous avions joué uniquement tous les 15 jours. Ils auraient eu plus de temps pour réfléchir un petit peu, relire quelques éléments sur le fil de campagne qu'on tient sur JDR virtuel, et puis faire marcher leur méninge, entre guillemets, mais non pas à chaud dans les situations, mais vraiment d'un point de vue plus analytique, relire quelques trucs, machin, et se dire, ah oui, en fait, ça, on n'a pas creusé, là, on s'est embarqué dans cette voie-là, mais peut-être aurions-nous dû... Alors, ça fonctionne quand même un peu, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus que cette dynamique-là, elle impacte plus, en fait, la campagne. Donc, je suis en train d'y remédier un petit peu. J'ai pas envie de renoncer à ça, parce que moi, je trouve que c'est ça qui fait des campagnes intéressantes. Mais en même temps, voilà, je vais être obligé un petit peu, bah, comme à chaque fois, tous les maîtres de jeu, de mettre un petit peu d'huile pour que le truc fonctionne. Et je pense que la cadence d'une partie semaine fait que pour des joueurs, la quarantaine passée, qui ont une vie de famille, le boulot, le truc, le machin, c'est pas toujours évident. En termes de suivi, c'est pas optimum. Donc j'y réfléchis et j'espère pouvoir proposer des solutions satisfaisantes pour les joueurs. Autre réflexion sur le système de jeu. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, nous on a opté pour jouer avec Magic World, qui est une itération du BRP, où ils ont pris un peu à droite à gauche le meilleur des premiers RuneQuest, enfin ce qu'ils ont jugé, ceux qui ont écrit le livre ont jugé comme le meilleur des choses qui étaient dans RuneQuest, mais également ce qui était dans Hawkmoon, etc. Enfin, un petit peu tous les BRP médiévaux fantastiques. Ils ont pris les éléments, mélangé un peu le tout, saupoudré, créé un mini-univers, d'ailleurs qu'on n'utilise pas, puisque nous on joue la campagne se passe dans l'Hyperborée, le monde de Conan en fait, et puis voilà, ça donne un jeu comme ça. Alors il a plein d'avantages ce jeu, notamment pour en discuter régulièrement avec les joueurs, tout le monde est assez satisfait parce que c'est assez rules-light finalement, et on s'en sort bien en termes de résolution. On peut adapter des trucs on the fly, des bonus, des malus. C'est vraiment assez fluide. Alors moi, ce qui me questionne en ce moment, c'est en ce qui concerne les combats. On est arrivé à un système de combat comme on le voulait, assez narratif, et qui amène donc, mais avec quand même des mécaniques, hein, bien sûr, et qui amène des combats cinématiques. Au cours desquels les joueurs peuvent tenter pas mal d'actions, ils sont moins limités par des dons que dans un jeu à dons, ils peuvent un peu en gros, lors de leur phase de déclaration, déclarer ce qu'ils veulent, et après je suis en mesure avec ce corpus de règles assez light, on the fly, de donner des bonus, des malus, et puis de trouver un système de résolution qui fonctionne, alors après ça dépend aussi, les jours où je suis super en forme, je vais certainement avoir les sens un peu plus aiguisés, et donc peut-être que ma résolution sera plus
enfin mieux faite que certains autres jours, mais d'une manière générale, ça, on n'a pas à s'en plaindre. Maintenant, moi, je réfléchissais au fait de l'EBRP, vous connaissez le principe, peut-être, je le rappelle, on a le nombre de points de vie est fixe, hein, c'est une moyenne entre la force et la taille, et donc on se retrouve avec des joueurs entre, on va dire, allez, 11 et 16 points de vie, dans la plupart des cas. Sachant qu'il y a des armes quand même qui font, ou des créatures qui font 3d6, etc. Et qu'en plus, lorsqu'il y a un coup critique, ben, on peut avoir double dégâts, dont un dé maximal, etc. Donc ça va vite très loin. D'autant qu'il y a une règle qui dit que lorsque vous subissez en un seul coup la moitié de votre total de points de dégâts, c'est un choc et vous pouvez avoir une blessure majeure avec un jet à tirer dans une table. Donc vous voyez que si on a des joueurs qui ont 12 points de vie, par exemple, c'est à peu près la moyenne, je pense, dès qu'ils prennent 6 points de coup ou plus, ce qui peut arriver sur un simple coup d'épée non paré, avec une parade ratée par exemple, épée longue, un D8 plus 100, plus éventuellement le bonus de dégâts de l'adversaire, vous pouvez facilement arriver à enlever 10-12 points de vie. Et bien là, il y a tout de suite des chances d'avoir une blessure majeure, qui sont pour certaines très très handicapantes. Là, la dernière qui est tombée pour un joueur, bon alors finalement ça n'a pas vraiment impacté parce que le joueur est mort après, il a subi une constriction d'un serpent géant qui lui a broyé la cage thoracique. 2 rounds plus tard il était mort, mais sinon il avait quand même perdu, je crois, 3 points de force. Donc vous voyez, ça, c'est sérieux, quoi, les blessures majeures. Et du coup, ça me renvoie à la question du combat cinématique, sachant que, en réalité, à ce jeu-là, vu le peu de nombre de points de vie, le coup critique, c'est-à-dire une réussite critique à l'attaque sur une parade ratée, entraîne quasiment automatiquement la mise hors service du personnage qui le subit, ça peut être un PNJ hein, d'ailleurs, donc derrière il y a même des chances pour que ce soit le décès du personnage. Et donc c'est très rapide. Vous allez avoir 1 ou 2 rounds où en fait soit l'attaque va être parée, il n'y a pas de perte de points de vie, soit l'attaque va être parée partiellement, donc le personnage, bon, il perd quelques petits points de vie, mais en fait je remarque depuis le début des séances, là on est à la 8e, sur les combats qu'on a fait, je remarque que ce qui est vraiment déterminant, c'est le coup critique, et que généralement il met le personnage au sol. Après, soit ses compagnons ont la possibilité de vite venir le relever, ils ont 1 round pour ne pas que le personnage décède, pour lui faire boire une potion ou lui faire un premier soin. Donc c'est très court. Si eux-mêmes sont engagés dans le combat, c'est quasiment, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs la dernière fois avec le serpent géant. Ça veut dire quasiment automatiquement la mort du PNJ, parce que en 1 round, le temps qu'ils fassent 1 round de désengagement, ben voilà, le round d'après, il faut encore qu'ils se déplacent jusqu'à leur compagnon, qu'ils fassent boire une potion. Donc c'est trop tard. Quand ils arrivent, leur compagnon est mort. Et du coup, je me dis, ce système, en termes de combat cinématique, en fait, les combats sont très brefs. Et ça tombe d'un coup, il n'y a pas de progression. Et je réfléchis, parce que nous, si on est passé sur un système comme ça, c'est qu'on voulait éviter les combats qui durent un peu plus, avec, dans les jeux à niveau, type les dungeon-like, vous allez avoir, dès que vous avez un petit niveau, par exemple 60 points de vie. Et donc même une épée qui va vous faire un critique par 3 avec un D10 plus 4 de dégâts, en fait le coup il vous met pas, vous êtes touché, vous pouvez avoir une narration assez cinématique, mais le combat continue pour autant. Et j'en suis à me faire cette réflexion que peut-être qu'on a considéré trop vite que le fait d'avoir peu de points de vie et de rendait la chose, la possibilité de combat cinématique plus intéressante. Alors on verra, hein, pour l'instant c'est quelque chose qui me titille comme ça, on verra ce que ça dit sur les autres parties, mais j'ai bien peur d'ores et déjà d'apercevoir cette limite, et
Et que finalement, dans des combats où vous avez une jauge de points de vie plus importante, même si ça pose des soucis en termes de verisimilitude, de cohérence, puisque ça devient une jauge complètement abstraite, ça permet d'avoir des combats moins tchac tchac hop c'est la fin. Ça permet voilà d'avoir des combats qui ont une progression avec des retournements de situation. Vous pouvez subir des dégâts importants et être mis en danger dans un combat pendant 2, 3, 4 rounds et parvenir finalement en faisant la bonne action, le bon déplacement, en ayant la bonne idée pour utiliser le décor environnant, retourner le combat dans votre sens. Et ça, c'est peut-être plus cinématique que des combats très très rapides tels qu'on les joue aujourd'hui. Donc j'y pense, j'y réfléchis, j'essaye de voir comment on pourrait peut-être adapter le système actuel pour l'amener vers ce côté-là. Pourquoi aussi, lorsqu'on est dans un système, alors quand je dis on, c'est moi particulièrement, enfin cette table, hein, voilà, dans un système avec des jauges de points de vie un peu plus grandes, on a fini par ne plus vouloir faire ça parce que ça nous saoulait, parce que c'était trop telle créature, bon bah voilà, elle a rien de particulier, mais bon, elle a tant de points de vie, donc le combat va durer, etc. Et en fait, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, et je pense que là, c'est peut-être un peu trop rapide, et finalement, il n'y a pas tant de place que ça pour quelque chose qu'on souhaiterait faire, c'est-à-dire un vrai combat cinématique avec le combat qui va durer, par exemple, 10-12 rounds, et au cours duquel l'équilibre va passer tantôt avantage aux joueurs, tantôt avantage aux PNJ ou aux créatures, et puis retournement de situation, et puis etc. Voilà. Donc voilà, je suis là-dessus dans mes réflexions pour l'instant. Et voilà, et on va voir ce qu'on peut faire pour remédier à tout ça. Et puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'à la longue, que non, finalement, c'est bien comme ça, parce que c'est rapide et que finalement le rythme prédomine, même si on perd un petit peu cette dimension de combat cinématique, peut-être que le rythme prédomine si on veut, dans les combats en tout cas, si on veut maintenir une certaine qualité, quand je dis qualité, c'est en termes de plaisir de jeu, hein, voilà, et que finalement il faut rester là-dessus parce que c'est ce qui est vraiment fun, et ça permet de faire des combats rapides et de ne pas perdre trop de temps sur les combats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.